Depuis 98, le régime s'est activé je sais pas comment l'expression, Michel. Le régime s'est employé à verrouiller le système électoral. Ils ont substantiellement modifié la CENI. Avant la CENI, on disait oui, pour le bureau de la CENI, le président, si le président du RPT, le vice-président est de l'opposition. Si le président est de l'opposition, le vice-président est du RPT. Mais il n'y a jamais eu de président de l'opposition à la CENI. Jamais. Après, ils ont dit oui. Après, ils ont fait des recompositions. Après le dialogue, ils ont dit oui, on va insérer les sociétés civiles, on va mettre les représentants de l'administration. Société civile, c'est le RPT qui gérait tout ça. On dit oui, un membre de la société civile de l'opposition, un membre de la société civile du régime. Après, tu te retrouves avec un militant du régime à la tête de la CENI, on vous dit qu'il est de la société civile. Ou bien on vous dit un membre de l'administration. Le membre de l'administration, on vous dit qu'il est neutre. Et pourtant, c'est un militant de l'UNIR. C'est comme ça que les Poteau-Perret sont devenus présidents de la CENI pour proclamer des faux résultats. Poteau-Perret qu'on a présenté comme membre de l'administration et tout ça, et le RPT fait tout pour placer des gens comme ça. Si ce n'est pas eux directement, ils placent quelqu'un qui disent que c'est un membre de la société civile, alors que ce membre de la société civile, c'est un de leurs gars. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié substantiellement les CENI. Les CELI. Les CELI, avant, étaient dirigés soit par l'opposition, soit par le pouvoir. Par le jeu. Mais ils ont remplacé, ils ont dit, désormais, tous les présidents des CELI doivent être des magistrats. Sachant que c'est eux qui désignent ces magistrats-là. Sachant que c'est eux qui désignent ces magistrats et ils désignent généralement les magistrats qui leur sont favorables. Je vous décris les choses pour que vous voyez tout le parcours qu'on a fait dans les élections. Donc, ils choisissent les magistrats et souvent les magistrats, c'est leurs propres militants. Donc, vous allez voir, à 2 ans d'une élection, ils font l'affectation des magistrats et puis selon les zones, ils affectent les magistrats, ils mettent leurs gars dans les préfectures les plus sensibles, là où ils peuvent perdre les élections. Donc, 2005, ça s'est passé comme ça s'est passé. Il y a eu l'accord politique global. Je ne veux pas parler des élections législatives, je parle des présidentielles. Il y a eu l'accord politique global, géré par Agbogbo est devenu Premier ministre, à la place de Demkodjo. Il y a eu des problèmes et tout et tout. On arrive en 2010. 2010, le FRAC. Le FRAC, qui a été créé à Paris et qui a porté une candidature. On va aux élections 2010. Là aussi, le peuple était encore très mobilisé. Les gens se sont organisés. On va aux élections. Le RPT qui a verrouillé le système, il fait ses magouilles, il proclame les résultats qu'il veut. La seule chose qui nous restait, c'est d'aller dans la rue. On a marché dans la rue au moins 4 ans, ou 3 ans et demi. Ben, quand j'ai dit la plage, on a marché dans la rue. À un moment donné, les gens ont commencé par... les marchés ont commencé par ne plus emballer tout le monde. Alors qu'au départ, on était nombreux. Et puis après, on a commencé par être petit à petit. Les gens ont commencé par quitter les rangs. C'est des choses que j'ai vécues. Maintenant, 2015, je n'étais pas trop impliqué dedans, mais j'ai vu ça de loin. 2015, là aussi, il y a eu une élection qui a mobilisé les Togolais. Le QG de l'opposition était à Ablogame. Le QG de l'opposition était là-bas, à Ablogame. Les gens étaient très mobilisés. Tous les partis, ou quoi, le QG était là-bas. On fait les élections. Quand on finit les élections, les gens vont au QG là-bas. Les gens étaient mobilisés partout. Les gens attendaient juste un mot d'ordre. Les gens étaient mobilisés. Il y avait un drapeau qu'on a implanté sur le QG là-bas. Tous les leaders étaient là-bas. Les gens attendaient juste un mot d'ordre. Pour aller dans la rue contre les fraudeurs, les gens attendaient juste un mot d'ordre. Il y avait des milliers de personnes à Ablogame là-bas. Le mot d'ordre n'est jamais venu. À part que les leaders, ils sortaient au balcon, ils faisaient comme ça, et la poule faisait waouh. Et puis les leaders retournaient dans la chambre, dans le bâtiment. Le mot d'ordre n'est jamais venu. Le mot d'ordre n'est jamais venu. Les gens aussi, à force de se rassembler là-bas, ont commencé par se disperser petit à petit, et puis
Le RPT a gardé sa chose. 2020, tout le monde est témoin de ce qui s'est passé. Tout le monde est témoin de ce qui s'est passé. Pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça pour dire que... Parce qu'il y a un débat, depuis que j'ai fait le live la dernière fois, les gens disent, ouais, Ferdinand, c'est pas avec les élections qu'on déconstruit une dictature. La dictature se déconstruit tous les jours par la dénonciation, par les effets tous les jours. La dictature se déconstruit tous les jours par la lutte contre l'arbitraire, les injustices, la déconstruction, la corruption, les dossiers. C'est ça qui déconstruit la dictature. Les élections n'ont jamais déconstruit une dictature. Yoweri Museveni, ce week-end, vous avez vu, il vient de prendre un 7e mandat. Le petit opposant Bob Wine là, il a fui, il est quelque part. Il a fait une vidéo, il a balancé. Personne n'est sorti. Il a fui. Et quand vous voyez la manière dont le système a verrouillé tout, en 2010 par exemple, quand il y avait des problèmes dans la proclamation des résultats, qu'est-ce qui s'est passé? Bodjouna a pris l'avion, il est parti au nord. Il a rassemblé tous les bulletins de vote. Chez le président des CENI, il a ramassé tous les bulletins de vote. Et c'est en ramenant à Lomé qu'ils ont modifié les résultats. Et Bodjouna a donné les résultats en direct. À Togo 2000 là-bas. C'est là-bas ils ont mis les militaires, ils ont sécurisé la zone, les militaires, et Bodjouna a donné les résultats en live sur les médias. Il dit, bureau de vote, temps, préfecture de Kanté, machin. Il donne les résultats. Vous avez écouté, non? En 2010, ou je me trompe, c'est en 2010 que Bodjouna est parti avec l'avion ramasser les PV au nord. Il est revenu. Dès qu'ils ont atterri à l'aéroport, comme Togo 2000 est derrière l'aéroport, ils ont amené ça atterrir à l'aéroport là-bas. Et puis il a donné le résultat. Il ne s'est rien passé. Donc, le système, aujourd'hui, a tellement verrouillé le circuit des élections que 1000 fois vous irez aux élections avec eux, 1000 fois ils donneront les résultats qu'ils veulent. En sachant que beaucoup de gens participent à cette mascarade-là. Aujourd'hui, 40%, écoutez-moi très bien, aujourd'hui, 40% pratiquement des chefs traditionnels au Togo, 40% des chefs traditionnels au Togo sont des anciens militaires. Aujourd'hui, 40% des chefs traditionnels au Togo sont des anciens militaires. Comment on arrive à les imposer? Ce n'est pas le ministère de l'administration territoriale. C'est le ministère de l'administration territoriale avec la chefferie traditionnelle qui sème la zizanie dans les familles et qui impose les chefs traditionnels. Ou qui impose les chefs qui leur sont favorables. Actuellement, il y a un grand conflit dans la maison de Lawson à Anémo, avec un choix qui a été fait et qui divise la famille. Et qui est appuyé par le ministère de l'administration territoriale. Et donc, ces militaires qui sont des chefs traditionnels, qui ont été soit gendarmes, militaires ou policiers, ils sont en même temps des chefs traditionnels, mais ils deviennent des prolongements du régime. Ils sont soit des agents de renseignement dans les villages. Pendant les élections, on leur donne des ordres et ils appliquent ces ordres-là comme s'ils étaient encore en fonction. Est-ce que vous le savez? C'est dans la maison de certains chefs traditionnels qu'on bourre les urnes pendant les élections. Vous savez ça? C'est dans la maison de certains chefs traditionnels qu'on bourre les urnes pendant les élections. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, vous laissez tomber les chefs traditionnels. Vous prenez les préfets, qui sont tous unis, qui interviennent dans le processus électoral à l'intérieur du pays. Vous les prenez. Après, vous prenez qui? Vous prenez, après les préfets, vous prenez les chefs corps, les militaires, ceux qui dirigent les casernes, les casernes qui sont à l'intérieur du pays. Ces chefs corps-là, ils interviennent dans les élections. Vous savez ça? Il y a des bulletins, parfois, qui sont remplis dans les camps militaires. Ensuite, depuis les élections de 98, Eyadema a compris que son armée ne lui était pas favorable. Eyadema, avec le temps, a décidé que l'armée ne va plus voter le jour où les civils votent. L'armée doit voter 72 heures avant. Et donc, quand l'armée vote 72 heures avant, ils ont le temps d'avoir les résultats de l'armée. Ils font un dépouillement clandestin et ils changent les résultats. Et ils changent les résultats. Qu'ils rajoutent après. Et
aujourd'hui, vous avez les maires. Tous ces gens-là, plus les petits voyous, tous ces gens-là interviennent dans le processus électoral, qui sèment la terreur dans les villages. À la fin, vos militants ne sont même plus capables de rester dans les bureaux de vote. Soit on achète certains, soit d'autres, ils fuient. Donc, je vous fais un peu l'histoire de ces élections-là. Et donc, en faisant l'historique de ces élections présidentielles, je n'ai pas fait les élections législatives. Jusqu'à combien d'élections vous espérez un jour venir à bout de la dictature? Je vous pose la question. À cette allure, jusqu'à combien d'élections vous espérez un jour venir à bout de la dictature, alors que le dictateur, il a toutes les règles qui lui sont favorables. Il est joueur, il est arbitre, il est chef sécurité, il est supporter, il est ambulancier, il est Croix-Rouge, il est tout. Le dictateur, il est tout sur le terrain. C'est lui qui décide de la date. C'est lui qui décide de tout. Il est même arbitre de VAR. Il est tout ça. C'est lui qui fait tout ça. C'est lui qui décide qui doit jouer, qui ne doit pas jouer. Moi, je vous parle de ce que moi j'ai vécu. Des élections de 93 jusqu'en 2010. 2015, pas trop, mais 2010. Moi, j'étais dedans. Je vous parle de ce que j'ai vécu. On n'avait pas seulement des gens, on avait des courageux. On avait des courageux. On avait un ami militant qui s'appelait Vincent, je ne veux pas donner son patronyme. Quand les militaires ont pris les urnes au camp hérité, en 98, le centre de vote qui était là-bas, les militaires tapaient les gens. Il a sauté, il est rentré dans le camion des militaires pour protéger les urnes. Il s'appelle Vincent. Pour protéger les urnes, il est rentré dans le camion. On était prêt à tout pour défendre les résultats. Mais face à la force des armes et de tout ce auquel on a vécu, à un moment donné, il faut quand même, quand on a connu tout ce parcours-là, il faut quand même il faut tirer les leçons. Ou vous voulez continuellement faire les élections avec les Gnassingbé? Parce que ce que les Gnassingbé aiment, c'est le jeu électoral. Parce que c'est eux qui en sont les organisateurs. C'est ce qu'ils aiment. Et ils ne vous proclameront jamais vainqueur. Tout ce qu'on met à la tête de la CENI, tout ça là, c'est les pions du régime. On va vous dire qu'il est société civile, il est administration, c'est leur gars. C'est leur gars. Il y a même des représentants de l'opposition dans la CENI qui ont tourné Kazakh, qui ont tourné le dos à leur propre parti. Vous le savez? Vous savez ça, non? Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, voilà ce que j'ai voulu faire, ce petit historique-là, ce parcours-là. Je ne veux pas parler des élections municipales et des élections législatives parce qu'on a participé, on était aussi là, on a vécu des choses. On était toujours proches de nos grands frères. On était toujours déterminés. Quand on était à Takwame en 1994, il y avait les élections législatives. Et il y avait un ballottage entre deux candidats. Le candidat du CAR et le candidat de l'UTD à l'époque. M. Oladokou et un autre candidat dont j'oublie le nom. M. Oladokou qui a été ministre de l'Environnement après, parce qu'il est rentré dans le MIR plus tard, on était des voisins de quartier. En plus, il était mon professeur d'histoire-géographie. Un homme très brillant. Et donc, à l'époque, comme ils étaient les opposants, parce que l'UTD à l'époque était vraiment UTD, il était le candidat plus contre le candidat du CAR. C'est nous qui faisions la sécurité au domicile de Oladokou. Quand sa famille, ses enfants dormaient, c'est nous qui étions dehors la nuit, avec des bourdins, parce qu'il était menacé. On a vécu tout ça. Sa femme était professeure de sciences naturelles au lycée de Nikonakwe à Takwame. Elle doit être Madame Koladi. On a vécu ça. C'est nous qui étions sa sécurité. Parce que déjà on faisait les arts martiaux et tout, on était là-bas. La nuit, quand ils dormaient, c'est nous qui faisions leur sécurité. Donc on a vécu pas mal de trucs. Donc voilà ce que moi je voulais partager avec vous avant d'aborder le sujet. Je ne tire aucune conclusion, hein. Chacun tire la conclusion qu'il veut avant d'aborder le sujet pour lequel
On va parler politique, le 13 janvier et tout ça. Mais avant de parler politique, je vais vous faire un petit témoignage. Qui va annoncer le sujet que je vais aborder. Je crois que dans les années 92, je devais être en seconde, si mes souvenirs sont bons. Et on était déjà très chaud au lycée contre le régime, mobilisé, on participait aux réunions politiques. J'étais à Takpamé avec mes amis. Et en ce moment-là, il y a eu les élections présidentielles de 93 avec le Code 2 à l'époque, avec le candidat unique qui a suscité beaucoup de polémiques, Fulem Kodjo. Et nous étions au stade à Takpamé quand la coalition de l'opposition devait arriver faire son meeting avec l'hélicoptère. Je m'en souviens comme hier, l'hélicoptère que Edem Kodjo Nilevi avait utilisé. Ils étaient à bord d'un hélicoptère. Et c'est à Takpamé aussi que le Code 2 avait mis fin à sa campagne pour les élections présidentielles. Quand le meeting s'est passé à Takpamé, ils sont partis et ils ont annoncé que le Code 2 se retirait des élections. C'était en 93. Finalement, Eyadema est allé sur les élections et il est sorti vainqueur. C'était en 93. Et donc, c'est des faits que j'ai vécu parce que j'étais au stade et tout. On était très jeunes déjà, mais déjà très très engagés et tout. On était là. Et je me souviens que quand le Code 2 a fini son meeting, il est parti et Yadema est venu sur le terrain d'Atakpamé là-bas. Il y a une grande pluie et Yadema n'a pas pu tenir son meeting. Il est reparti avec ses militants. On a crié sur eux et Tipo à l'époque. Ensuite, il y a eu les élections municipales et les élections législatives de 94. Avec l'UTD et le CA qui ont eu la majorité. Et tout le monde sait ce qui s'est passé juste après ces élections il y avait Adani fait, merci, et ces élections de 94. Ensuite, il y a eu les élections de 98. De toutes les élections présidentielles qu'on a eues, les élections de 98 étaient les élections plus ou moins les plus propres. 98. On était dans les bureaux de vote. On était déjà étudiants dans les bureaux de vote. Et les élections de 98 étaient les plus ou moins propres. Parce qu'en 98, c'est les résultats en fait qu'ils ont renversés. Donc, on était déjà étudiants, on était dans les bureaux de vote et on a vu comment l'UFC à l'époque a fait le razzia. J'ai écrit sur l'Olympio, partout. J'ai écrit sur l'Olympio. Sur l'ensemble du territoire. C'était, même dans les casernes, c'était terrible. Et donc, je suis convaincu que si on avait donné les vrais résultats, il devait être peut-être 78% contre peut-être 15% ou quelque chose pour Yadema. Et on était tellement heureux ce jour-là, quand on est sorti des bureaux de vote, on dansait, on était tellement contents. Et quelques heures après, patatras, on nous apprend que Awanana, qui était la présidente de la CENI, a démissionné, ou elle a fui, ou quelque chose comme ça, et que la proclamation des résultats était compromise. On en était là quand le ministre de l'Intérieur, donc à l'époque le général CMMN, prend le contrôle du processus électoral et proclame les résultats que Eyadema a gagné à 52,13%. Comme le chiffre 13 était tellement important pour Eyadema, il avait insisté qu'on ajoute les 13% au 52. Et plus tard, on apprend que, en fait, quand Memen reprend le processus, il va voir Eyadema le B2, ils font une réunion, et Memen dit Jésus-Christ a tellement pris de l'avance, il a tellement gagné, il a tellement écrasé le RPT que ils vont s'arranger pour qu'ils aillent au deuxième tour. Et Eyadema dit il n'en est pas question, que lui, il veut gagner au premier tour, un coup KO. Et donc, Memen a fait, je ne sais pas comment dire, a fait les gymnastiques pour trouver à Eyadema 52,13%. Donc, entre-temps, Awanana, on ne sait pas si c'est elle-même qui a démissionné, s'ils l'ont effrayé. En tout cas, c'est des hypothèses qui sont là, puisqu'elle est revenue dans le système. Il y a toutes formes d'hypothèses. Donc, Memen, il proclame les résultats.
que Eyadema a gagné 52,13%. Et naturellement, il y a eu des manifestations, tout ça. Jésus-Christ fait une déclaration, et il n'est pas d'accord, il était hors du pays, il dit, je vais lancer la guérilla politique. Et voilà, on était tout contents pour la guérilla politique, on était mobilisés, on était dans les réunions, on attendait juste le mot d'ordre. Nous sommes en 98. En 99, donc, comme il y a une crise dans le pays, Chirac vient au Togo. Chirac arrive à Lomé, évidemment au secours de son ami Eyadema. Et quand Chirac arrive, Chirac a dormi à l'ambassade. Nous étions là-bas au 2 février, comme les jeunes, mobilisés, les militants à l'époque, on était là-bas pour protester, Chirac était là. Et Jésus-Christ avait exigé à voir Eyadema seul, que s'il y a un problème, il va voir Eyadema seul. Et les autres responsables de l'opposition s'en ont offusqué, ils en étaient offusqués en disant oui, pourquoi il va dire qu'il veut voir Eyadema seul à seul, c'est comme il est en train de les marginaliser. Et je me rappelle que Feu Natchaba disait non, qu'il n'y a pas de privilège pour Jésus-Christ, il doit venir et écouter tout le monde. Et donc, il y a eu, à l'issue de la rencontre là, il y a eu l'accord 4 de Lomé. C'est différent de l'accord politique global. L'accord 4 de Lomé, 99. L'accord 4 de Lomé. Et Eyadema avait pris l'engagement qu'il donnait sa parole de militaire à Chirac et qu'il ne se présentait plus à la prochaine élection, c'est-à-dire en 2023. Nous étions là. On était très jeunes, mais on était là, on était mobilisés. On était là, on a vu tout ça. À partir de 98, lorsque le régime a été désavoué en 98, majoritairement désavoué en 98, et Eyadema a compris que les élections étaient devenues quelque chose de très dangereux pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait modifier progressivement les tests qui régissent les élections pour reprendre le contrôle de tout l'appareil d'organisation des élections. Donc, ils ont commencé par faire des petites modifications. Donc, l'accord 4 de Lomé donnait Eyadema partant en 2020, à la fin de son mandat. Il a donné sa parole de militaire à Chirac. Donc, en 2022, je parle de 2003. Donc, en 2003, voilà, excusez-moi. On était en 2001 que les velléités de non-respect de l'accord 4 de Lomé ont commencé par surgir. Il y avait même un blocage avec une histoire de 4/5e à la CENI, tout ça, Eyadema devait trancher et tout. Ça a créé une tension entre la classe politique. À partir de 2001 ou 2000, il y avait des velléités de remettre en cause cet accord-là et notamment la parole d'Eyadema. C'est Natchaba qui avait commencé par sonner l'alerte, à donner les premiers signes. Et à l'époque, en 2000, fin 2001, ou bien en 2000, il faut que je retrouve la date, Eyadema était à une conférence de l'Union africaine en Afrique du Sud. Et Agbeyome et Natchaba ont organisé une journée de réflexion à l'IFA de Tové, à Kpalimé. À l'IFA de Tové. Et donc, à l'issue de cette journée de réflexion, ils ont fait une sortie pour dire que Eyadema devait être candidat en 2003 et il n'était pas question pour Eyadema de quitter le pouvoir. Donc, ils remettaient clairement en cause la parole de militaire d'Eyadema et les acquis de l'accord 4 de Lomé. Alors, Eyadema se trouvant en Afrique du Sud, il a été immédiatement pris en partie par RFI, je pense que c'était Christophe Babouvier ou bien Jacques-Karim Fall, qui avait pris Eyadema directement pour dire mais comment se fait-il que il est en train de remettre en cause la parole qu'il a donnée à Chirac en 1999 quand Chirac était de passage à Lomé. Eyadema répond que ce que Agbeyome et Natchaba faisaient à Lomé n'engage que ces deux-là, que ça n'engageait pas. Et nous, on surveillait tout ça de très près. À l'approche de 2002, en ce temps, Agbeyome devient Premier ministre, Agbeyome était Premier ministre, Natchaba était président de l'Assemblée.
Nous, on avait des informations comme quoi ils voulaient faire les modifications et passer en force. On a informé nos grands frères qui sont des leaders. On allait les voir, on a vu des gens, je ne veux pas citer des noms. On a fait des délégations de jeunes, on allait les voir pour dire, nous on veut aller dans la rue pour affronter ces gens-là. C'est pas possible. Nos grands frères nous ont dit non, qu'il y a des gens qui ne vont jamais modifier la constitution, d'aller dormir, que eux, ils sont là, qu'il y a des gens qui ne feront rien. Qu'ils ont même s'il faut là, ils ont même des choses que nous ne sait pas. Ah, on était tellement contents, on est reparti. On était en plein décembre, en préparant les fêtes nationales, quand les gens du RPT sont allés à l'Assemblée, ils ont modifié la Constitution. Ouais, ils ont modifié la Constitution. Donc, quand ils ont modifié la Constitution, ils ont modifié les dispositions de la CENI et tout, ils ont fait les élections de 2003. Les élections de 2003, 31 décembre 2002, merci maître. Les élections de 2003, on était très impliqués dedans. Boba Kitani était candidat, J.P. n'était plus candidat. Et les élections de 2003, on a fait la campagne et tout. Et moi, j'étais au QG où on a centralisé les résultats avec des amis que je ne veux pas citer ici. On était dans une villa à côté de la pharmacie pour tous. Je ne veux pas indiquer la villa, mais elle est juste à côté de la pharmacie pour tous, en descendant de la lagune. Et on était là-bas sous l'autorité de M. André Kovi, qui était un responsable du parti et tout. C'est lui qui coordonnait tout ça. Nous, on était là pour aller recueillir les PV, les saisir et tout. On était là là-bas avec la grande sœur de J.P. Solimpio, Rosita. Et voilà, c'est ça, je pense, la femme de Amerdi. Elle était, elle a passé 48 heures avec nous là-bas. On est resté dans la nuit. On a fait plusieurs jours là-bas. On sortait de la maison discrètement. On allait chercher les PV à la station d'essence qui est au bas de la lagune. Donc les gens qui devaient nous amener les PV, ils nous apportaient les PV. Et on leur indiquait la station. Là-bas, on prenait les PV. On faisait semblant de changer de route pour que la personne ne sache pas dans quelle maison on rentre. Et on rentre et on saisissait les PV. Donc, on était mobilisés, organisés. Et on avait les résultats, plus ou moins, on savait ce qui s'est passé. Mais le RPT, avec les militaires, avec tout leur appareil, ils ont proclamé les résultats. Il ne s'est rien passé. J'étais dans ce QG-là pour la centralisation des résultats avec M. André Kovi, qui était d'ailleurs mon professeur à l'université, la grande sœur de J.K. Solimpio, Rosita, et il y a d'autres personnes qui venaient nous voir là-bas. On était là-bas. Et donc, ils ont proclamé les résultats, il ne s'est rien passé. On a crié. Il ne s'est rien passé. Rien du tout. 2005, donc c'était la première participation aux élections de Boba Kitani. 2005, et à Adema meurt, tout ce qui s'est passé, il y a une coalition qui naît, on choisit Boba Kitani, on va en campagne, on va partout au nord, Sokoré partout. On a fait un meeting incroyable à Sokoré, toute la ville était mobilisée. On est arrivé, il n'y avait pas de place pour rentrer au terrain. Le meeting était mouse. Et le soir, alors qu'on n'avait pas encore quitté la ville, on a été attaqué par les miliciens de Folie Basie, le ministre. La nuit, les miliciens sont rentrés dans les maisons pour attaquer tous ceux qui sont venus. On a dû fuir la nuit là, Sokoré. Les gens étaient blessés, les gens étaient machetés, tout ça pour rentrer à Takpami, après rentrer à Lomé. On arrive à Lomé et on finit les élections. Naturellement, les résultats étaient en faveur de Boba Kitani. Mais le RPT a sorti l'armée. Et vous avez vu ce qui s'est passé en 2005. Un massacre pas possible. En tout temps, il y avait le ministre de l'Intérieur qui a démissionné. Et voilà, un massacre pas possible. Et Boba Kitani, qui était lui-même recherché, s'était retranché quelque part dans un maquis où il a fait un message en disant: chers Togolais, mes chers compatriotes, votre président vous parle. C'est la seule chose qu'il a dit. Et depuis, il a fait tellement de temps dans le maquis avant de sortir que les résultats ont été volés. Je suis en train de faire l'historique des faits auxquels moi j'ai participé. Et donc, il a fait sa déclaration, votre président vous parle, et plus personne ne l'a vu. Ils ont massacré les gens.
Et dans ces massacres-là, nous sommes ressortis après, puisqu'il y a eu des résistances à Épée, tout ça, on est ressortis pour aller au secours des gens. J'étais avec un grand frère pasteur, il est un grand responsable d'une église aujourd'hui. J'ai toujours travaillé avec lui pendant longtemps. On est parti à Néon. Quand on allait à Néon, il y avait des barrières partout, il y avait des troncs d'arbres sur la route partout. Mais il y avait une partie qui avait été déjà dégagée parce que Folie Bazier est devenu ministre de l'Intérieur. Il y avait plusieurs parties qui ont été dégagées. On est arrivé à Néon. Et quand on arrive à Néon, on va chez le roi Lawson. Et il nous raconte comment il était agressé, comment ils sont rentrés dans la maison, ils ont cassé les choses et tout et tout. Et des gens qu'il connaissait, des gens qui venaient manger chez lui, qui sont venus l'agresser et tout et tout. Et parce qu'on avait, du matériel, de la nourriture pour aller au secours des gens qui sont blessés. Donc on quitte le roi et on franchit la frontière, on va à Komé. À Komé, c'était les premiers arrivants de tous ceux qui ont fui les massacres, tout ça. Les premiers arrivants qui étaient à Komé, sur le terrain de Komé là-bas. Les gens étaient pleins là-bas. Les femmes avec les enfants qui pleuraient, les blessés et tout et tout et tout. Avec le pasteur et son équipe, on est venu, on a aidé les gens, on a donné de la nourriture, on a fait tout. Et comme Komé débordait, on a envoyé d'autres personnes à Agamé, ceux qui connaissent le Bénin, à Agamé. Donc on a poursuivi le chemin, on est allé à Agamé. On arrive à Agamé. La terre était encore très fraîche. Et là où on logeait les Togolais qui avaient fui les violences, il y avait des palmeraies. Catapillas et des tuyaux, il y avait les catapillas qui renversaient les palmeraies, les palmiers, pour qu'on puisse installer les réfugiés, les gens qui ont fui. Donc, il n'avait plus. J'étais là-bas avec mon frère pasteur dont je parlais, je ne veux pas citer son nom. On était là-bas, les blessés continuaient pas à arriver. Les gens avaient les jambes cassées, des balles dans les trucs, les pieds cassés, tout ça. Des gens en sont morts là-bas. On a passé 48 heures là-bas à aider les gens pour les premiers trucs là. On a aidé beaucoup de gens. J'étais là quand on dressait les tentes. Le HCR est arrivé, la Croix-Rouge, on prenait les gens en charge. Dans une palmeraie, j'ai vécu ça, dans une palmeraie, on était en train d'abattre les palmiers pour installer les gens. J'étais là-bas, c'était fait que j'ai vécu. Donc, on a fait là-bas. Et c'est vers le Koussa. On a pris la route, on est parti de Komé, on est allé vers le Koussa. Le village s'appelle Agamé. Village ou ville, bon, en tout cas, ça s'appelle Agamé. On est allé là-bas. On a aidé beaucoup de gens. Après, il y a eu plein d'autres personnes et la diaspora qui ont envoyé des moyens pour secourir les gens. Et après 2005, on a vu ce qui s'est passé. Fora pour le pouvoir dans le sang. Et après, il y a eu cette histoire de dialogue qui a mené l'accord politique global. Donc, l'accord politique global est différent de l'accord cadre. Et yo guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. Hier c'était encore Ferdinand Haïti avec des révélations que vous-même vous venez de écouter, voilà. Et il a fait des révélations sur le régime en place, voilà. Il a beaucoup dit, vous connaissez, voilà, c'est Ferdinand Haïti. Il a fait des déclarations pas possibles, il a fait des révélations pas possibles aussi. Et j'espère bien que vous avez kiffé cette vidéo là. N'hésitez pas à partager cette vidéo là, à liker, à vous abonner massivement les gars, c'est très important si vous ne voulez rien rater sur cette chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater et aussi commentez les gars, c'est très important. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, que pensez-vous de cette vidéo de Ferdinand Haïti, voilà, qui a fait des déclarations pas possibles, qui a fait des révélations pas possibles aussi concernant les régimes actuel. Ferdinand Haïti, et comme vous le connaissez très bien, dénonce des faits, dénonce des choses. C'est un journaliste d'investigation, voilà, et qui fait des révélations pas possible. Et voilà, j'espère bien que vous avez regardé tout ce que il a dit, tout ce qu'il a eu à révéler, et j'espère bien que vous avez kiffé les gars. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à partager, à liker, voilà, et aussi à vous abonner massivement. Et revenons sur cette vidéo là où il a fait des déclarations, où il a parlé.
Les gars, vous-même connaissez Ferdinand Haïti, hein, c'est une révélation qu'il a souvent tendance à faire et tout. Vous-même vous connaissez. Et moi, ce que j'ai à dire est que, les gars, j'aime beaucoup Ferdinand Haïti. Je l'aime beaucoup, je l'aime pas possible. C'est pour cela que j'aime publier ses vidéos et tout, parce que c'est quelqu'un que moi je suivais depuis fort longtemps. Et c'est quelqu'un que sa manière de faire les enquêtes, sa manière de proposer les choses me plaît beaucoup. C'est pour cela que j'ai tendance à vous proposer leurs vidéos et ses vidéos et tout. Ce n'est pour rien, c'est parce que je l'aime beaucoup et je sais très bien que voilà, il fait un bon boulot pour le Togo. Ça, ne nous voilons pas la face. Ferdinand Haïti joue un rôle majeur pour le Togo, disons la vérité, parce qu'il fait certaines révélations qui se passent après et tout le monde est étonné. Voilà. Et tout le monde est étonné que voilà ce que Ferdinand Haïti a dit, voilà ce que ça se passe, ainsi et tout. Voilà. Il a fait cette révélation et puis ça a poussé le gouvernement bien tout là a fait mieux le travail là. Et depuis ce jour-là, les gars, non, j'ai commencé à aimer Ferdinand Haïti depuis fort longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent Ferdinand Haïti peut-être dans ces événements il s'appelle comment là, de M66, de lutte là, voilà, ces derniers temps de lutte là, c'est là-bas qu'il y a des personnes qui ont connu ce Ferdinand Haïti. Ce Ferdinand Haïti, c'est quelqu'un qui fait le boulot là depuis fort longtemps, je le suis depuis. Bon bref, c'est pas pour cela que je suis là. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, on se capte après. Ciao.